Tout commence avec Suijin Riku, un lycéen et joueur intense, qui fréquente la prestigieuse académie privée Shinryu, une école pour l'élite et les enfants de familles riches. Cependant, Suijin est très pauvre et doit travailler à de nombreux emplois à temps partiel pour payer ses frais de scolarité. Mais un jour, il découvre qu'il est le petit-fils d'un milliardaire. Au milieu de la nuit à l'académie Shinryu, la lune devient soudainement rouge, illuminée par des faisceaux de lumière émergeant du sol. Simultanément, un bâtiment en forme de pyramide commence à s'élever du sol. Non seulement cette structure commence à émerger, mais aussi d'étranges monstres aux yeux rouges brillants se dirigent lentement vers la pyramide. Ils semblent annoncer de manière répétée que le tombeau du trésor enfoui est entré dans la phase 0. Les êtres morts vivants s'organisent pour attaquer la pyramide devant eux et s'emparer des trésors à l'intérieur. Au sommet de la pyramide, il y a un chat nommé Wanchoi et un jeune garçon, Suijin Riku, observant la foule de créatures de là. Lorsqu'ils sont remarqués par les créatures, celles-ci se précipitent à toute vitesse pour commencer à attaquer et essayer de l'encercler. Nous avons tous pensé que le jeune garçon était acculé, mais il court droit vers les créatures, libérant son pouvoir sous forme de sphères lumineuses colorées qui l'entourent. Ces êtres sont vaincus un par un alors qu'ils les traversent à toute vitesse. Juste au moment où il semble piégé parmi ces créatures, une lumière vive apparaît pour l'envelopper, envoyant ses ennemis voler dans les airs. La horde de spectres ne renonce pas et lance une attaque avec des flèches de feu. Notre protagoniste répond en attaquant avec son épée dans toutes les directions aux côtés de son compagnon de combat, Wanchoi. Dans un flashback, Suijin se souvient de l'incident survenu il y a un an en été. À ce moment-là, il était de service à la piscine de l'académie Shinryu lorsqu'il s'est noyé en essayant de sauver Wanchoi, qui avait été jeté à l'eau par un jeune fauteur de troubles. Lorsque notre protagoniste parvient à se réveiller, il est accueilli par le petit chat qui était heureux de voir son propriétaire se rétablir. À seulement quelques mètres, Rensho attendait. Suijin pensait avoir été sauvé par Rensho, mais il s'avère qu'il a été secouru par Rikuyuki, la fille du président de la société de jeux vidéo, Godgrave. Apparemment, notre protagoniste n'avait jamais entendu parler d'elle auparavant, bien qu'une brève séquence alors qu'il était au fond de la piscine lui revienne en mémoire, le faisant crier comme un fou. De retour au combat, Suijin continue d'attaquer la horde qui l'entoure, qui semble s'unir et former divers monstres gigantesques. Se sentant acculé et observant son désavantage significatif, il libère son pouvoir appelé 1000 tombes. Des tombes et des pierres tombales avec des croix émergent du sol. Les monstres deviennent immobilisés sur les croix apparues, bien qu'il reste encore des milliers de spectres à vaincre. Cependant, il affirme avec confiance qu'il ne perdra pas car il doit protéger ce monde. Il mentionne qu'un jour, ils se retrouveront. Dans un flashback, Riku-Rei se souvient de son enfance, se réveillant sous un grand arbre aux feuilles brun-rouge. À son réveil, elle a vu la silhouette d'un petit garçon la regardant avec une expression inquiète. Ce petit garçon était Suijin, notre protagoniste. La nuit, quelques étudiants se retrouvent assis dans le cimetière près de l'académie, profitant des lucioles autour d'eux. Juste au moment où les tourtereaux sont sur le point de s'embrasser, une grande silhouette à 4 yeux apparaît sur la scène, les incitant à s'enfuir immédiatement de la zone du cimetière. Suijin, qui se trouve à remplir ses fonctions de gardien de sécurité là-bas, nettoie rapidement et ramasse les déchets laissés par les étudiants avant qu'ils ne s'enfuient. Ensuite, il se dirige vers son ordinateur pour commencer à jouer à Dungeon Century. Il semble être une légende dans ce jeu vidéo aux côtés de son personnage nommé Gwyn, qui combat et réussit à vaincre le dragon ultime, affrontant des monstres et sauvant également un autre personnage nommé Rei qui était en détresse, poursuivi par un kickbacker. Juste avant de pouvoir converser avec Rei, l'ordinateur de Suijin s'éteint soudainement. Il essaie immédiatement de réparer le câble électrique qui tire l'énergie du lampadaire. En même temps, une des fenêtres devant lui s'ouvre soudainement, révélant un des occupants de la pièce. Il s'avère que c'est la fenêtre faisant directement face au dortoir des filles à l'académie où elle parlait justement de Gwyn, le puissant boss qui a vaincu le monstre sans effort. Sans hésitation, il lance un oreiller à Suijin, l'accusant d'espionnage. Le lendemain matin, alors que notre protagoniste était chargé de nettoyer les fenêtres du bâtiment du lycée, il a entendu 2 élèves jouer et parler du célèbre jeu. Il s'avère que le père de cette fille, nommé Rei, était le développeur du jeu. Elle dit à son amie, Maki, qu'elle a l'impression que le jeu est sa véritable place, pas le monde réel. Suijin observe attentivement les filles, et soudain, Rensho apparaît sur la scène. En riant, il la prévient de faire attention s'il tombe amoureux de Rei, car elle est la plus convoitée par les garçons de l'académie. À ce moment-là,
Il se souvient de la conversation qu'ils ont eue le jour où il a failli se noyer dans la piscine. Et juste au moment où il est sur le point de demander si c'était elle dont il avait parlé auparavant, il se retrouve à parler tout seul alors que Ron disparaît. Dans l'après-midi, notre protagoniste de retour dans sa chambre reprend le jeu, et soudain il reçoit une notification de Ray demandant à être ami dans le jeu. Les deux joueurs passent des mois à jouer et à profiter de ce jeu merveilleux. Puis un jour, Ray propose de rencontrer Gwyn dans le monde réel, qui en réalité travaille à temps partiel et dont le statut social est inférieur au sien. Il a donc l'intention de pouvoir être avec Ray dans le monde du jeu pour toujours. Comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin. Et une nuit, alors que tout se passait bien, le garçon reçoit une notification indiquant que le service du jeu, Dungeon Century, prendra bientôt fin. Le lendemain, notre jeune homme ne semble pas aller bien. Il marche comme s'il était ivre. Alors qu'il a l'impression que son monde est arrivé à sa fin, il s'effondre sur des buissons. Cela peut nous sembler assez exagéré, mais pour lui, son temps avec sa waifu est terminé. D'un autre côté, Ray est chez son père où il lui remet une boîte enveloppée dans un tissu violet et lui dit de la garder. Il l'avertit également de suivre les instructions si quelque chose se passe. Bien que Ray soit curieuse à ce sujet, son père la rassure en lui disant que c'est juste par précaution. Il continue ensuite en expliquant que le jeu Dungeon Century a terminé sa phase de prototype et qu'il lancera un nouveau jeu qui changera le monde et surpassera encore plus la réalité qu'elle ne pourrait imaginer. Suegon à l'académie semble déprimé, allongé sur la fontaine. Son comportement attire des regards étranges des étudiants environnants. Rancho lui suggère alors que même si le jeu est annulé, il devrait essayer de rencontrer Ray dans la vie réelle. Cependant, pas convaincu que ce soit une bonne idée, Suegon quitte l'endroit. Cette nuit-là, dans le dortoir, Ray retourne au jeu Dungeon Century, malgré les réprimandes de sa colocataire pour être resté éveillé jusqu'à tard. Ray, le personnage qu'elle utilise, est dans une taverne et entend des personnages se plaindre de la fin du service du jeu, exprimant leur désapprobation. L'un d'eux répand des rumeurs sur un objet dans le monde du jeu qui pourrait exaucer n'importe quel vœu. L'objet est connu sous le nom de Fleur du Chant du Soir. Ils croient que s'ils peuvent trouver cet objet, ils peuvent souhaiter que le jeu continue, et ils partent immédiatement. Ray, en revanche, reste silencieuse, se demandant si Gwyn se connectera pour jouer. Après avoir terminé ses tâches professionnelles, Suegon se précipite vers l'endroit où il se connecte chaque jour pour jouer, avec l'intention d'entrer dans le jeu pour commencer à dire au revoir à Ray. Lors de leur rencontre dans le jeu, elle mentionne qu'il reste encore une semaine pour continuer à profiter de toutes leurs aventures ensemble. Tandis que Suegon reste silencieux, elle lui parle de l'objet dont elle a entendu parler à la taverne et exprime son désir de le trouver pour faire un vœu. Gwyn tend alors la main et propose de l'accompagner dans cette aventure. D'autre part, la société Godgrave Tech Company lance ce qu'elle prétend être le meilleur jeu en ligne appelé Grave Buster, conçu par Riku Yuki. Le jeu implique que les joueurs deviennent des pilleurs de tombes et acquièrent divers trésors à chaque étape d'une pyramide. La force augmentera avec la puissance financière, donc plus les joueurs paient, plus ils peuvent devenir puissants. Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs qui s'inscrivent au jeu recevront une console spéciale appelée Sebae. Enfin, le jour arrive où le jeu est désactivé. Juste à minuit, il y a un festival pour commémorer le dernier jour du jeu. Ray, qui joue, regarde seulement le festival de loin et s'éloigne tristement. Dans le monde réel, son père regarde le festival depuis son ordinateur, faisant ses adieux à sa création. Nous pouvons également voir sous le regard attentif de Yuki, la fleur mentionnée plus tôt. Pendant ce temps, notre protagoniste pédale à toute vitesse sur son vélo pour accomplir une dernière tâche et se connecter afin de retrouver Ray pour leur adieu au bar, où elle l'attend chaque jour. Il finit par tomber dans des buissons. En réalisant que Gwyn ne s'est pas montré, Ray décide de partir seul à la recherche de l'objet. C'est à ce moment que l'histoire prend un tournant intéressant. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, le développeur de jeu attend les dernières heures de service. À ce moment-là, une femme mystérieuse fait irruption, immobilisant les agents de sécurité. Elle entre dans le bureau du développeur et pointe une arme sur lui. Apparemment, c'est une associée de l'entreprise nommée Elu. Voyant que Yuki ne coopérera pas pour révéler comment ouvrir les tombes, Elu finit par lui tirer dessus, sans pitié. Suegon, après la chute, se rétablit et se précipite pour le rejoindre à toute vitesse. Pendant ce temps, Ray est sur le terrain à la recherche de cet objet puissant capable d'exaucer n'importe quel vœu. Soudain, elle est alertée en voyant tous les personnages du jeu courir effrayés, suppliant pour leur vie tout en étant détruits par un méchant connu sous le nom de Monstre. Gwyn parvient enfin à se connecter et trouve l'endroit en ruine. Il reçoit un message du barman du bar de Ray et court immédiatement vers le champ, très inquiet car la situation n'est pas très bonne.
Lorsqu'il atteint la fille, il la trouve par terre tenant une fleur dans sa main. Elle remercie Swegon de l'avoir sauvée, bien qu'elle regrette de ne pas avoir pu trouver la fleur chantante du soir. Gwyn était très triste de cet adieu, mais ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'une de ses larmes ferait fleurir la fleur que Ray tenait dans ses mains. Et bingo, il s'est avéré que c'était cet objet qu'ils attendaient depuis si longtemps pour réaliser leur souhait. Dans un retournement de situation inattendu, l'un des démons du jeu piège, Ray, la détruisant sans que Gwyn puisse la sauver cette fois, juste à minuit, et le jeu est officiellement hors ligne. Le matin, notre protagoniste marchait avec son partenaire, Wan Chua, tandis qu'un brouillard très épais entourait l'académie. Près d'un arbre sur le chemin se trouvait Ray, qui semble avoir découvert que Swegon était le personnage avec lequel elle jouait tout ce temps. Elle lui exprime sa gratitude de l'avoir sauvé tant de fois, bien que Swegon réponde qu'il n'a pas pu l'aider au moment le plus important, en pleurant. Elle lui demande alors s'il la protégera la prochaine fois dans le nouveau jeu. Le lendemain, au bâtiment de la société Godgrave Tech, la police travaille déjà sur l'enquête du meurtre de Yuki. En entendant la nouvelle, Swegon se précipite pour voir Ray, et à son arrivée, Machi l'informe que son ami n'était plus sur place. Le personnel de la société l'avait emmené pour compléter les formalités nécessaires pour les funérailles. À la veillée, les gens commençaient déjà à bavarder à propos de M. Yuki est l'héritage qu'il avait laissé à sa fille. L'un des représentants de l'entreprise, profondément bouleversé par la situation, promet que lui et toute l'entreprise travailleront avec diligence pour trouver le coupable et assurer son emprisonnement. Il s'engage également à faire tout son possible pour faire du jeu Gravebuster un grand succès. Swegon regardait le stream d'adieu du développeur de jeu sur son ordinateur, quand soudain le souvenir d'une image a surgi dans son esprit. Dans l'image, il se voyait enfant marchant main dans la main avec Yuki. Cela laissa notre protagoniste perplexe. Le lendemain, Ray appelle Swegon pour le rencontrer dans l'une des pièces qui appartenaient à son père, et lui remet une boîte que son père lui avait spécifiquement demandé de lui donner. En l'ouvrant, il trouve un CBA à l'intérieur, créé pour son nouveau jeu. Maintenant, il se demande pourquoi cela lui a été spécifiquement donné. En tenant la console, elle le scanne pour identification et le système est lancé. Tous deux sont laissés perplexes par ce qui vient de se passer. Pour ajouter à la situation inhabituelle, la confession de Ray embrouille encore plus tout le monde. Elle révèle qu'elle n'est pas la fille biologique de Yuki. Il l'avait adoptée quand elle était enfant, et elle n'a aucun souvenir de son enfance. La conversation est brusquement interrompue, lorsqu'un des assistants informe Ray qu'elle a un visiteur qui l'attend dehors. Pendant que notre protagoniste attend dans la pièce, il observe l'appareil terminer son processus de démarrage. Dehors, des individus mystérieux attendent de rencontrer Ray. Sans se présenter, ils la regardent avec des regards malveillants. Pendant ce temps, l'appareil a finalement terminé la préparation du Gravebuster et notre protagoniste est choqué d'apprendre qu'il possède une fortune de 10 milliards de yens. De plus, un enregistrement de Yuki commence à jouer, révélant qu'il est le grand-père de Suijin. Yuki explique qu'il a laissé cet héritage pour qu'ils vivent heureux ensemble avec Ray. Il révèle également que les parents biologiques de la fille ont été assassinés par leurs ennemis et exhorte Suijin à la protéger d'eux. Soudain, il entend Ray crier et depuis la fenêtre, il voit ces individus dehors se débattre avec la fille dans une tentative de l'enlever. Suijin se précipite dehors pour essayer de la sauver. Lorsque Suijin affronte courageusement ces hommes, il est repoussé par un coup de pied qui le fait tomber en arrière et il est piétiné devant tous les élèves qui ne font que regarder de loin. En voyant cela, elle les supplie, offrant de faire tout ce qu'ils demandent, mais les implorant d'arrêter de frapper le garçon. Suijin promet de régler la dette apparente de 500 millions due aux développeurs de jeux vidéo âgés et se précipite dans la pièce à la recherche de l'appareil pour tenter le transfert d'argent. Cependant, il semble impossible de convertir cette monnaie en monnaie réelle. Malheureusement, cette fortune semble inutile car notre garçon ne peut que regarder impuissant tandis que Ray est kidnappé par ses malfaiteurs. Mais si vous pensiez que c'était la fin, le garçon n'allait pas les laisser l'emporter comme ça. Il les poursuit à toute vitesse sur son vélo et juste au moment où il est sur le point de tendre la main pour toucher celle de Ray, le véhicule freine brusquement. Maintenant, les rôles sont inversés alors que les ravisseurs prennent le rôle de poursuivants et tentent de le menacer en le frôlant jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber de son vélo. Soudain, un insigne commence à émettre une lumière vive à l'intérieur de la voiture et un jeune homme à l'apparence particulière apparaît. Il se présente comme Silicon de Totem. Suijin, indifférent à la chute spectaculaire, poursuit la voiture. En l'atteignant, ils sont surpris de trouver la voiture renversée avec les deux malfaiteurs allongés sur le sol.
Cette figure semblable à un ninja, tenant Rei dans ses bras, laisse un message de Temujin-sama disant qu'il attend Suijin dans Gravebuster avant de disparaître dans les airs, emportant la fille avec lui. Cette même nuit, Suijin essaie d'allumer la console Seabay, mais elle semble être en panne. Épuisé, il tombe sur son lit avec de nombreux doutes. L'un de ces doutes est où ils ont pu emmener Rei. Soudain, l'appareil s'allume, illuminant toute la chambre, et une fille nommée Twin Star apparaît au-dessus de lui. Elle affirme qu'il l'a invoquée et l'appelle son maître. Immédiatement, il est transporté dans le jeu Gravebuster au niveau 34, tombant du ciel dans un territoire désertique. Au même niveau, mais à un point différent, apparemment plus paisible, de nouveaux personnages apparaissent, complotant pour piller la tombe. Pendant ce temps, la femme qu'il avait précédemment appelée maître se transforme en deux êtres jumeaux en forme de boule, nommés Shin et Wei. Soudain, un monstre furieux apparaît, les accusant de l'avoir réveillé, et notre garçon ne peut s'empêcher d'être terrifié par la situation. Il y a longtemps, il existait une déesse d'une puissance immense qui a donné naissance à ce monde et s'est sacrifiée pour en créer beaucoup d'autres. Alors qu'elle perdait sa force divine, cela a culminé en un sommeil éternel dans son tombeau impérial, laissant derrière elle un pouvoir transcendant. Son nom résonnait comme Bango et son épopée mythologique de la création du monde a été racontée à travers les âges. Pendant ce temps, dans Gravebuster, le monstre du niveau 34 reste furieux contre Suijin pour l'avoir réveillé. Cela pousse les petites créatures qui l'accompagnent à se cacher dans la console Seabay. Ces charmantes créatures, connues sous le nom de Shin et Wei, sont les guides du jeu. Malgré l'irritation du monstre, notre protagoniste exhorte le colosse à arrêter de crier. En remarquant le courage de Suijin, le monstre en forme de pyramide décide de le tester pour déterminer s'il est digne de devenir un gardien de tombe. Il invite Suijin à repousser les ennemis et à protéger le niveau. Le monstre, en poussant un rugissement plein de fureur, défie Suijin de prouver sa valeur. Voyant Suijin se retirer et ignorer la proposition, le monstre mentionne Rei, l'avertissant que s'il ne réussit pas ce test, il ne pourra pas la sauver. Soudain, une puissante lumière bleue se dirige vers le monstre, mais ils échouent lors de la première tentative. Il s'avère que ces trois personnages, qui appartiennent également au niveau 34, essaient d'éliminer l'être suprême de ce niveau. Leurs noms sont Yu, Phoebe et le plus petit, Feren. Ce dernier doit maintenant créer une distraction jusqu'à ce que l'arme puissante soit rechargée. L'être suprême de ce niveau explique à Suijin que les récents attaquants sont connus sous le nom de pilleurs de tombes et qu'il devra maintenant s'occuper de les arrêter. La pyramide émet une lumière verte près de Suijin, qui se présente comme l'incarnation du désert sous le nom de Shostia. Elle se précipite rapidement vers notre protagoniste, lui disant qu'elle l'attendait et en lui donnant un baiser, elle brise le sceau de ses souvenirs. Et si cela a laissé notre protagoniste stupéfait, la figure de Yuki apparaît et explique qu'il est l'information qu'il stocke en se connectant au jeu juste avant de mourir. Bien qu'il ne puisse pas donner une explication complète, car il commence à être attaqué par des pilleurs de tombes. Phoebe réagit en lançant une attaque, transformant ses cartes en 1000 pattes et ordonne à ses nouveaux alliés d'attaquer tout en accompagnant Feren. Pendant ce temps, notre protagoniste et les autres entrent dans une salle de contrôle appelée Giant Guardian Yuki 34, conçue pour une protection cachée. Ils arrivent juste à temps lorsque la petite Ferran charge complètement son épée et la pointe vers la pyramide, la divisant en deux. Juste au moment où je pensais qu'ils avaient détruit l'être suprême de ce niveau, un énorme robot en forme de sphinx émerge, prêt pour le combat. Les 1000 pattes commencent à lancer leurs attaques contre le robot sphinx. L'intensité des attaques fait légèrement trembler le robot. Pendant ce temps, dans la cachette, Suijin et le reste de l'équipage se défendent contre les assaillants. De plus, l'arme puissante est entièrement chargée et il tire directement sur le robot sphinx, provoquant le détachement d'une de ses jambes et la chute du robot. Shostia panique face à l'assaut des attaques, mais Suijin semble prendre le contrôle de la situation. En cherchant désespérément une arme défensive supplémentaire, Suijin en trouve une. Il ordonne alors à Shostia d'attaquer l'ennemi et indique la position de l'assaillant pour qu'elle puisse viser avec précision. Après avoir identifié l'emplacement, Suijin conseille à Shostia de se détendre pour assurer un tir précis, et finalement elle ouvre le feu. Cette attaque prend son ennemi par surprise, mais il parvient à dévier le tir en utilisant un bouclier créé par Phoebe, le dirigeant vers la direction où se trouve le robot Sphinx. Ensuite, il menace d'activer le pouvoir d'une carte pour les faire payer d'avoir attaqué. Cela fait que Shostia se comporte comme si elle était hypnotisée. Ses mains semblent bouger d'elles-mêmes, et elle tient fermement le pistolet, disant qu'elle doit tirer sur le trèfle. Cela fonctionne apparemment comme une distraction pour faire perdre au robot des munitions de balles Desert Eagle.
Le plan du pilleur de tombes se déroule parfaitement et avec l'aide des tirs de Ferran, l'armure du robot est détruite, permettant aux 1000 pattes de s'infiltrer à l'intérieur. Phoebe appelle rapidement Ferran pour l'avertir de se mettre à l'abri car eux va déchaîner son arme puissante de toutes ses forces. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Suijin dit au revoir à son grand-père. Il semble que ses données stockées disparaissent et il lui demande de protéger la tombe de Bango car cela aidera à sauver Riku Rei qui a été kidnappé. Les derniers mots de Yuki étaient que Suijin est le dernier gardien, puis il disparaît complètement. Suijin commence à émettre une lumière radieuse comme si ses pouvoirs avaient été élevés. Ferran ordonne aux 1000 pattes de se retirer de la zone et est surpris de voir une lumière en forme de trèfle. En quelques secondes, Suijin se dirige rapidement vers les ennemis à pleine vitesse et la fille ne peut plus le rattraper. Wei et Shin retirent le bandeau de Xhostia pour qu'elle puisse tirer sa dernière balle vers cette carte. Le dernier gardien parvient à rediriger l'attaque vers Phoebe, qui finit vaincue et hors jeu. Eux est choqué de perdre son partenaire, et en même temps de découvrir l'existence d'un gardien qu'il pensait éteint. Il se dirige rapidement vers son arme puissante pour attaquer Suijin, mais son effort est vain, car il finit par partager le même sort que son partenaire. Après cet événement, Xhostia félicite notre gars et lui fait ses adieux car sa tâche à ce niveau est terminée. Soudain, derrière le jeune homme, un être étrange apparaît et l'informe qu'il n'est pas le dernier gardien, lançant une attaque et concluant en affirmant qu'elle est la véritable dernière gardienne. Suijin se réveille en sursaut de son rêve, haletant. Il soulève sa chemise et observe comment la blessure causée par le coup de feu s'estompe lentement. Suijin prend la console Seabay qui sonne. Il s'avère que c'est un appel de quelqu'un nommé Temujin. L'homme dit à Suijin qu'il l'attend dans Gravebuster et raccroche. Immédiatement après, il envoie une photo de Rei, montrant qu'elle est inconsciente dans son lit. Dans une partie éloignée au niveau 35 de la mine d'or, il y a un groupe autoproclamé, appelé les Chasseurs d'or, dirigé par Wild. Avec une grande patience, ils observent attentivement, cherchant une cible riche à piller. Soudain, le bruit fort des sirènes les surprend, indiquant que quelqu'un s'approche de la zone. En effet, la présence de 3 individus est révélée, 2 garçons et une fille. Pendant ce temps, à l'Académie Shinru, Suijin se prépare à affronter un être connu sous le nom de Precious. À ce moment-là, Rancho apparaît accompagné de son ami, qui s'avère être un fan passionné du jeu et semble avoir une connaissance approfondie à ce sujet. Apparemment, Precious est un personnage redoutable, avec une immense richesse, contrôlant le monde du jeu en volant les autres participants. Cependant, il y a une autre force redoutable combattant presque au même niveau, son rival juré, Temujin. Ce dernier semble dévorer tout sur son passage, et il est important de noter qu'il a kidnappé Rei. De retour dans l'univers du jeu, les membres du groupe des Chasseurs d'or élaborent un plan pour tromper un groupe d'individus. Ils leur disent qu'ils ont découvert un trésor, mais que l'endroit est infesté de monstres et qu'ils craignent d'être attaqués. Ils parviennent à persuader ces hommes qui sont tentés de les aider et de les accompagner à l'endroit indiqué. À leur arrivée, les 3 jeunes hommes tombent dans une embuscade et sont habilement piégés à l'intérieur d'un dôme par les Gold Hunters. Mais attendez, voici la partie amusante. Au milieu de ce succès planifié, Wild, le chef du groupe, fait son entrée triomphale. Cependant, l'entrée s'avère plus comique que triomphante, laissant tout le monde présent dans un mélange de rire et d'étonnement. Dans le monde réel, Suijin visite le dortoir des filles où la colocataire de Rei, Maki, exprime une profonde inquiétude pour son amie. En regardant un dessin du personnage Gwyn, Suijin promet de la ramener saine et sauve, bien qu'il ne puisse s'empêcher de s'inquiéter pour elle. De l'autre côté, dans Gravebuster, les Gold Hunters célèbrent leur succès au bar Solo Harbor après avoir gagné 1 million en dépouillant des joueurs débutants chargés d'argent. Au milieu de la conversation animée, Ferran remarque quelqu'un qui semble effrayé, éveillant la curiosité du groupe. Mike Arthur Star Gar Andainigam. Eux décident de prendre l'initiative et s'approchent de l'individu concerné. Pendant ce temps, dans la forteresse de Temujin, Retret remet un CB aux méchants qui semblent comploter contre Precious. Étonnamment, ce plan implique Rei, malgré l'opposition de ses subordonnés. Au bar, le gang des Gold Hunters est choqué de découvrir que la personne à cette table est un général crucial de Precious. Il explique qu'il a été agressé par une femme qui a vidé ses poches et a fini par être expulsé du jeu. Bientôt, cette équipe retourne à son travail et parvient à attraper 3 personnes et à voler leur argent.
Cependant, avant de continuer, Wild commence à donner une conférence ennuyeuse à ceux présents sur comment être prudent dans Gravebust, puis procède au pillage. Juste au moment où il collectait une grande somme d'argent, la puissante collectionneuse apparaît, tirant avec son arme, et le groupe de chasseurs d'or commence à se défendre. Cependant, ils finissent par tomber dans le piège tendu par cette femme qui les laisse piéger dans un dôme rouge. En dehors de lui, seul le chef du groupe est libre. La femme atterrit juste devant Wild et pointe son arme sur lui. Lui, très effrayé, tombe en arrière et propose de lui donner les objets Buster de ses coéquipiers. Alors que la femme avance lentement vers lui, il parvient à la distraire et la poignarde dans la poitrine avec son épée. Wild sourit en réalisant qu'il a réussi, mais son expression change rapidement lorsqu'il se rend compte que Collector sait que l'épée est utilisée pour absorber l'argent de ses victimes. Ce que le chef des chasseurs d'or n'avait pas prévu, c'est que cette dame avait accumulé tant de richesses, encore moins qu'elle était une joueuse milliardaire. Elle mentionne qu'elle ne voit pas d'inconvénient à lui donner sa richesse tant qu'il peut la gérer, puis il est écrasé par ce gigantesque tas de lingots d'or. À l'académie, Suijin est devant sa console Seabay, tandis que son assistant, Twinstar, lui demande s'il est prêt à se lancer dans la prochaine aventure. De retour avec le groupe des chasseurs d'or, Collector fait ses adieux, déclarant que son seul but est de chasser les pilleurs de tombes, et Wild ne fera pas exception. Il est automatiquement exclu de ce jeu palpitant. Cependant, Collector n'a pas un avenir paisible devant lui, car tant d'exposition a attiré l'attention de nouveaux ennemis. Il y a un an, un flashback nous ramène au moment où deux frères et sœurs, Mikan et Takeshi, essayaient de gagner de l'argent dans un jeu célèbre pour s'échapper de cette ville. Le frère cadet a promis de sortir Mikan de la ville s'il parvenait à gagner une bonne somme d'argent. Dans le présent, un tournoi d'arts martiaux organisé par Gravebuster a lieu. Cependant, le jeune Takeshi fait face à un obstacle. Il ne peut pas se permettre les frais d'inscription et ne peut donc pas participer. Déterminé à ne pas rester les bras croisés, Takeshi essaie de s'infiltrer par tous les moyens possibles. Au milieu de sa tentative d'infiltration, Suijin apparaît soudainement de nulle part et demande à Takeshi s'il sait où se trouve l'organisateur du tournoi, un individu nommé Lao Long. Tous deux se préparent à observer le tournoi d'en haut grâce à Twinstar, qui se plaint de devoir porter les deux individus. Suijin explique qu'il ne veut pas payer les frais d'inscription, malgré le fait qu'il soit un joueur milliardaire. Cependant, avant de parler à Lao Long, ils se retrouvent en finale du tournoi pour un prix d'1 million de dollars. Les concurrents sont le guerrier Mammoth Viking et EU, qui promettent un combat âprement disputé. Alors que EU attaque avec son pouvoir de glace, son adversaire, tout en muscles, se jette sur lui, essayant de porter quelques coups et de rapidement s'emparer du Grand Prix. Twinstar observe le combat de près et demande qui, selon eux, sera le vainqueur du tournoi. Takeshi, d'un ton agacé, répond qu'aucun des deux concurrents ne gagnera, ce sera lui le vainqueur. Puis il lève son livre et libère un pouvoir éclatant qui fait lâcher Suijin par Twinstar, qui tombe sur eux, l'éliminant automatiquement du tournoi. Takeshi défie le guerrier Mammoth Viking et les organisateurs, après avoir lu les règles à haute voix, acquiescent, lui accordant le droit de participer au tournoi. Le seul détail dans les règles du tournoi est que Takeshi doit combattre aux côtés de Suijin et que leurs pouvoirs seront réduits de moitié. Takeshi s'excuse d'impliquer Suijin, mais il a une raison de se battre dans cette bataille. Il a besoin de gagner de l'argent pour payer le traitement de Mikan, sa sœur, qui est malade à l'hôpital. Malgré les moqueries de son adversaire qui dit qu'il n'est pas à la hauteur, Takeshi n'est pas dérangé. Il attaque audacieusement son adversaire avec force, utilisant son marteau pour affronter Mammoth Viking avec enthousiasme. Il crie qu'il ne perdra pas cette bataille, et chaque fois qu'il porte un coup, les photos qu'il a comme souvenir se transforment en cendres. Cependant, le garçon semble s'en soucier peu, car gagner le tournoi signifie sauver sa sœur bien-aimée. Le garçon court avec toute sa fureur vers son adversaire, essayant de le frapper avec son marteau puissant. Juste au moment où il était sur le point d'exécuter l'attaque féroce, Suijin l'interrompt soudainement et l'attrape, le saisissant par son vêtement. Cela fait tomber le marteau sur sa propre tête, transformant son arme en sa forme naturelle de livre. Cet événement laisse les commentateurs et le public stupéfaits, spéculant qu'il pourrait s'agir d'une tactique d'équipe qui s'attaquait mutuellement, sans parler de Mammoth Viking, qui regarde sans comprendre ce qui se passe. Suijin s'approche lentement du livre, tandis que Twinstar semble essayer de distraire le guerrier viking, qui semble amusé par la situation. En ouvrant le dit livre, Suijin se rend compte que les images à l'intérieur ont disparu à cause de l'attaque. Suijin réprimande Takeshi et l'avertit que s'il continue ainsi, tous les souvenirs avec sa sœur disparaîtront. Notre protagoniste prend alors la place de Takeshi et aide l'enfant car il comprend les raisons de vouloir gagner ce tournoi.
Les commentateurs annoncent avec surprise que Suijin, responsable du combat, n'a même pas terminé la phase initiale et est un amateur complet. D'ailleurs, Pharaon et Phoebe, qui regardent depuis les gradins, reconnaissent le garçon. Mammoth Viking se sent rabaissé parce qu'on le fait combattre contre un amateur. Avec toute sa fureur, il commence à attaquer à plusieurs reprises, mais notre gars esquive facilement chacune de ses attaques sans effort. Fatigué que notre protagoniste ne fasse que se défendre, son adversaire lance une attaque glaciale qui finit par le piéger, incapable de bouger. Juste au moment où le Viking est sur le point de terminer le combat en exécutant notre héros avec sa lance, il est intercepté par Twin Star. Cela amène le Viking à faire quelques pas en arrière et à être menacé par la dame, qui le prévient qu'elle révélera sa belle mais terrifiante véritable forme. Soudain, une lumière vive entoure la dame. Sortie de nulle part, Shin et Wei apparaissent, faisant trembler le Viking de tendresse alors qu'il les prend dans ses bras, remarquant qu'elles sont aussi douces que des guimauves. Cette scène attendrissante est rapidement interrompue par Takeshi, qui se précipite vers l'ennemi pour sauver ces adorables créatures, exprimant qu'il doit protéger les femmes tandis que le souvenir de sa sœur lui revient en mémoire. Le Viking semble impassible face à tout cela et en voyant l'enfant vulnérable au sol, commence à attaquer avec son pouvoir de glace, tandis que l'enfant déclare qu'il ne fuira pas et protégera sa sœur à tout prix. Tout cela se déroule sous les yeux attentifs de Suijin, qui est émerveillé par le courage de ce jeune garçon. Twin Star remercie le garçon de l'avoir protégé et lui assure qu'elle va bien. Elle déploie majestueusement ses ailes et prend son envol, attirant l'attention des organisateurs qui la reconnaissent comme une puissante bête mausolée humanoïde de haut niveau. Ils ne sont pas seulement étonnés par la nature de Twin Star, mais aussi par la capacité de Suijin à contrôler quelqu'un de ce calibre. L'endroit est entièrement illuminé, alors que Twin Star se transforme en un gigantesque dragon de jade à 2 têtes. Le public est stupéfait en assistant à cette métamorphose, et le Viking présent commence à trembler de peur. Le dragon déchaîne toute sa puissance. Une tête émet des flammes ardentes, tandis que l'autre libère des ondes sonores. Les flammes enveloppent le Viking, le transformant en gemme verte qui se brise instantanément. L'équipe de Takeshi remporte enfin la victoire, et le garçon ramène chez lui le premier prix, généreusement offert par Suijin, qui déclare que l'argent ne l'intéresse pas car il est un joueur milliardaire. Le garçon reconnaissant a maintenant l'opportunité d'offrir à sa sœur des soins médicaux de meilleure qualité. Malgré sa générosité, notre jeune homme est extrêmement surpris de découvrir que le prix décerné à Takeshi était de l'argent réel. Bien qu'il ne s'y attendait pas au début, cela le réconforte de savoir qu'au moins, il a fait une bonne action. Il prend rapidement congé du champ de bataille où les organisateurs restent à bavarder sur les événements récents. Suijin arrive pour participer à l'entraînement en tant que nouveau venu. Il essaie de se présenter de manière amicale à ceux qui sont devant lui. Le jeune homme l'ignore, évitant le contact visuel, ce qui met le héros mal à l'aise. En le reconnaissant, le personnage agaçant est surpris de le voir et le reconnaît comme le pauvre garçon qui ne cesse de travailler, d'où la surprise de le voir là pour l'entraînement. Le protagoniste devient encore plus mal à l'aise en présence de ce personnage extraverti. Il explique que son nom est Sha. Le jeune homme les fait taire tous les deux parce qu'il parle trop fort et l'irrite. Sha essaie de se lier d'amitié avec le jeune homme, mais il rejette toute interaction sociale avec eux, tout comme il l'avait fait auparavant avec Suijin. Soudain, une lumière éclaire les yeux de ces personnages, et de cette illumination apparaît une femme vêtue de vêtements couvrant seulement environ 10% de son corps. Sans aucun mot préalable, elle commence à nommer les personnages principaux tandis qu'ils acquiescent. Elle se présente comme l'instructrice, Rin. Elle les emmène dans un environnement rocheux en leur racontant l'histoire de cette montagne datant de plusieurs centaines d'années. Alors qu'ils regardent le ciel, des ennemis apparaissent, rôdant avec leurs yeux rouges. Sha demande à Rin ce que sont ces créatures, et elle répond que ce sont des singes des tunnels. Ces monstres traquent avidement nos protagonistes. Lorsque les ennemis s'approchent pour les attaquer, ils se préparent à combattre le chef âgé qu'ils supposent être le plus fort. Alors que tout le monde recule devant ces monstres, courageusement le jeune homme s'avance avec son arme pour attaquer l'ennemi. Sha est impressionné, et avec son grand poing, attaque l'ennemi principal. Il assène instantanément un autre coup et ils tombent au sol, soulevant de la poussière. Bien qu'il semble que le combat va continuer car le monstre est toujours vivant, il disparaît soudainement et des pièces tombent du ciel. Leurs alliés sont impressionnés par son habileté. Les protagonistes sont surpris par d'autres ennemis, cette fois de rang inférieur, et Rin est la première à attaquer. Elle les vainc et des pièces tombent à nouveau. Elle explique que si elle fait cela à chaque fois, elle montera de niveau à chaque fois. Alors qu'elle savoure l'extase, Sha la regarde avec des yeux pleins de désir.
Excité, il lui déclare sa loyauté, l'appelant « princesse ». Maintenant, ils sont tous à l'académie et un représentant vérifie qui a assisté au cours. Il appelle Sha, qui n'est pas venu en cours. Tous ses camarades de classe sont surpris et commandent également qu'il est quelqu'un qui ne parle généralement pas à ses autres camarades. Encore une fois, dans ce monde, les personnages continuent de collecter des points. Soudain, elle leur explique que ce cours pour débutants ne se termine pas tant que les trois, en tant que groupe, ne l'ont pas vaincu en combat. Ils doivent vaincre Ren en combinant leurs forces. Le premier à réagir est le jeune homme qui esquive habilement les projectiles. Les autres sont impressionnés car il a un pouvoir spécial intéressant qu'il a obtenu après longtemps à vaincre des ennemis. Sha explique que Suijin n'a pas de pouvoir parce qu'il travaille toute la journée. Sha suggère à Suijin qu'il peut l'aider parce que ses parents ont beaucoup d'argent et qu'il le fera progresser facilement. Rin fait taire ce personnage agaçant qui obéit instantanément. Elle lui ordonne de retirer le couteau de sa tête. Il a peur et après l'avoir enlevé, il s'évanouit. Rin analyse l'équipement de Suijin et elle est impressionnée parce qu'il a un objet spécial. Il est impressionné parce qu'elle a la capacité de voir les objets des autres joueurs. Pendant qu'elle réfléchit à qui est vraiment Suijin, le jeune homme ne perd pas de temps et essaie de frapper Rin, qu'elle évite de justesse. Dans ce combat, Sha découvre la véritable identité de cet allié, son nom étant Titan, l'un des joueurs les plus habiles de la région. Dans un flashback, on montre comment il a remporté un tournoi assez important. Ce même jour chez lui, son père, un homme riche, lui montre son cadeau. Titan, surpris, demande ce qu'est cet objet étrange. Son père lui dit que même s'ils n'ont pas conclu cet accord, il doit vaincre Gravebuster. Lui, en colère, accepte cet accord. Revenant au combat initial, Titan se fâche avec ses alliés parce qu'ils ne participent pas à la bataille. Elle se fâche contre eux parce qu'ils sous-estiment son pouvoir. Sha est partagé quant à savoir s'il doit la combattre ou non, car il est un subordonné de Rin. Après s'être convaincu, il se dirige pour l'affronter. Le héros active également son pouvoir spécial et se prépare habilement pour le combat contre Rin. Sha montre son pouvoir inhabituel de fusionner avec le vent, et de cette manière, Sha explique à Suijin qu'il peut s'approcher de Rin sans qu'elle le remarque. Revenant à la bataille précédente, Titan continue d'utiliser toute son expérience pour vaincre Rin une fois pour toutes. Elle tombe d'une montagne et ses niveaux de vie diminuent. De manière inattendue, Sha apparaît par derrière pour porter une attaque. Elle le transperce rapidement avec une épée, ce qui provoque la mort de Sha dans le jeu vidéo, après que Suijin lui ait dit adieu et que Sha disparaisse. Suijin explique à Titan qu'il sera impossible de la vaincre parce que ce personnage féminin est invincible. Dans la maison de Sha, sa mère frappe à la porte de sa chambre pour s'assurer que tout va bien. Heureux, il dit à sa mère qu'il s'est fait un nouvel ami qui est pauvre et travaille toute la journée, contrairement à Sha, qui est riche. Titan affirme qu'il ne peut pas être vaincu car personne ne l'a encore fait. Son combat continue d'être difficile et Rin le confronte avec une forte détermination à gagner. Elle dit à Titan qu'il doit être enfin vaincu car elle craint que quelque chose de mauvais n'arrive si ce n'est pas le cas. En même temps, la vraie Rin parle à travers l'enregistreur de son appareil avec une voix différente du vrai personnage. Suijin la trouve grâce à ses pouvoirs, et elle est surprise. Elle fait disparaître le leur qui combattait Titan et il devient très en colère. Après avoir passé le premier test, ils ont maintenant la possibilité de rejoindre d'autres groupes. Soudain, dans un état de colère incontrôlable, Titan attaque Rin. Il y avait aussi un coup destiné à Suijin qui l'esquive et court aux côtés de Titan. Ils arrivent tous les deux dans une maison sûre. Suijin propose une alliance à celle qui était Rin et qui se fait maintenant appeler Farin. Titan les attaque soudainement pour les vaincre. Titan les a tous les deux acculés et ils ne semblent pas savoir comment se défendre. Pour vaincre Titan, Suijin utilise la technique de pouvoir de Sha et passe à l'action. Malgré la force brute de Titan, Suijin utilise son intelligence pour exploiter la puissance du vent. Quand il semble que Titan vainque Suijin en lui brisant la poitrine, il réalise qu'il a en fait frappé un leurre. En réalisant qu'il a été trompé, il perd patience et se met en colère, mais Suijin intervient avant qu'un combat n'éclate. Suijin propose la paix, mais Titan ne peut pas se rendre facilement en raison de sa longue histoire liée à cette vie de tuer des ennemis pour de l'argent. Grâce à la puissance qu'il a acquise tout au long de ce processus, il veut maintenant l'utiliser à son avantage. Son épée lui donne le pouvoir de se transformer en voiture conduisible, surprenant ses alliés. Dans une base quelque peu éloignée, deux personnes discutent de la bonne santé de l'entreprise, car de plus en plus de gens jouent. Les membres de cette conversation décident de plonger et disparaissent ensuite. Dans une forteresse, l'un des 5 milliards de joueurs nommé Dark Tiger est présent. De nombreux joueurs sont simultanément dans ce groupe qui les comprend tous. Bientôt, un joueur rejoint le jeu et Dark Tiger leur ordonne de le tuer.
Titan, en maximisant cette nouvelle capacité, charge la voiture à pleine puissance et accélère vers les protagonistes. Farin a peur, pensant que c'est la fin, mais Suijin la rassure en disant que rien ne se passera tant que Titan ne l'aura pas touché en premier. Alors qu'il semble qu'ils vont être vaincus, Titan entre en collision avec une barrière protectrice exécutée par Suijin. Cette barrière détruit le pouvoir excessivement coûteux de Titan et il finit par perdre. L'objet spécial de Titan explose. Farin et Suijin sont piégés sous les débris et doivent tous les deux se déconnecter. Suijin lui propose de faire partie de son équipe et Farin lui dit qu'elle a trop de monde dans son agenda. Soudain, une calèche émerge du sol, emportant les corps de ces deux personnages. Ce nouveau personnage féminin parle à Suijin. Ils ne se connaissent pas, mais Suijin s'approche quand même. Farin est sur ses gardes, car ce nouveau personnage n'a pas ses données visibles. Farin suggère qu'elle est membre des milliards de joueurs. Elle tire sur Farin qui se transforme en petite peluche. Lorsqu'il perd sa concentration, elle lui tire dessus avec son fusil à pompe. Il est au sol avec une créature étrange sur la tête. Cet être entre dans le corps de Suijin et elle lui dit que ce sera un objet qui l'aidera à sauver Suijin Rei. Elle explique que Rei est piégé avec le chef Totem Temujin. Grâce à la chose que ce personnage mystérieux lui a donnée, elle saura mieux s'infiltrer. Il lui demande pourquoi elle décide de l'aider et elle répond de manière ambiguë avant de partir avec la calèche. En colère, il exige qu'elle revienne, mais elle l'ignore et tire sur une montagne pour démontrer ses véritables capacités. Après avoir réveillé Farin, ils voient tous les deux qu'un nouvel ennemi menaçant apparaît derrière le nuage de poussière. Ils découvrent qu'il vient des totems, où Rei est retenue captive. Suijin court après les traces de cet ennemi mystérieux. Ils se battent et esquivent à plusieurs reprises. À un moment donné, c'est Farin qui arrête un coup presque fatal. Elle défend Suijin en disant qu'elle ne peut pas laisser un membre de sa propre équipe mourir, gagnant ainsi le respect de Suijin. L'ennemi commence instantanément à abattre ses ennemis avec une capacité puissante. Leur vie tombe à 32, indiquant le nombre de fois où ils ont été coupés, montrant le danger de ce nouvel ennemi. Suijin continue d'insister pour le frapper, mais tous deux esquivent ses attaques. Après tant de coups, Suijin quitte le jeu car ce sont les règles. Farin esquive habilement l'attaque de l'ennemi. Bien qu'elle ait évité l'attaque, Farin est également sorti du jeu. Suijin rentre chez lui et en plus de cela, il ne peut pas jouer au jeu pendant 24 heures. Il a également remarqué que Farin a aussi été sorti du jeu. Il reçoit bientôt un appel d'un parfait inconnu. Ce même ennemi est celui qui retient Suijin captif. Que va-t-il dire à notre protagoniste? Quelles sont ses intentions? L'appel continue, et Suijin soupçonne que c'est le ravisseur de Rare. Cet ennemi informe Suijin qu'il y aura un festival au niveau 18 de Gravebuster, qui est organisé pour tout joueur ayant terminé tous les niveaux. Cet ennemi donne à Suijin des instructions pour atteindre ce niveau, puis décide de mettre fin à l'appel. Une voix présente Gwyn, un joueur qui, malgré sa petite taille, vainc habilement d'innombrables ennemis. Il gagne également l'affection des gens et d'une fille. Ce personnage semble être Suijin, qui est maintenant un inconnu. Sa tristesse disparaît lorsque son chat lui saute dessus, ronronnant affectueusement. Il soupire. Le chat miaule et réveille Suijin, et il se lève du lit. Beaucoup de gens prennent des photos d'une fille qui a la silhouette de Farin. Ils la harcèlent littéralement, ne la laissant pas partir, la mettant dans une situation inconfortable. Elle crie sur Suijin quand son regard change. Les autres deviennent jaloux. Tout le monde le discrimine parce qu'il est pauvre et employé du set. Ils s'assoient ensemble à la cafétéria et Suijin était nerveux. Le protagoniste réalise que son interaction sociale est différente dans le jeu et dans la vie réelle, étant plus calme en dehors du jeu. En revanche, Farin est différente et se démarque aux yeux des gens. Bientôt, ils commencent tous les deux à commander de la nourriture. Suijin a peur parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le repas, étant pauvre. Des brutes viennent embêter Suijin, qui ne peut pas être dans un endroit pour les riches. Farin le défend, disant qu'il est leur chef et une personne très importante, surprenant les enfants riches. Bientôt, le héros découvre que l'argent de son monde virtuel peut également être utilisé dans la vie réelle, et il essaie de payer la nourriture avec son argent virtuel, réussissant à le faire. Maintenant, Suijin est millionnaire et, théoriquement, ne sera plus qualifié de pauvre. Tout le monde est étonné de voir Farin traverser l'école et elle se sent très embarrassée. Tout le monde suggère qu'il quittera Rei pour Farin, le qualifiant d'infidèle. Farin demande à propos de la petite amie de Suijin. Il répond que c'est une longue histoire. Tous deux conviennent de créer l'équipe. Et maintenant, ils se dirigent vers Gravebuster. Ils vont au festival, un endroit où il y a un monde de gens.
Ici, différents personnages se rassemblent pour créer des boutiques. Farin explique à Suijin le but du festival, qui est une compétition sécurisée d'un niveau spécial appelé niveau 0. Farin suggère que Suijin devrait chercher des informations sur les totems, et il cherche des informations dans le manuel du jeu. Après qu'un menu apparaisse avec une femme parlant sensuellement, Farin pense que Suiji est un pervers, alors ils se sentent tous les deux embarrassés. Puis le héros perd le respect de Farin. Ils s'assoient tous les deux dans un restaurant. Farin mange beaucoup parce qu'elle a besoin de recharger son énergie après avoir perdu autant de vie. À une table voisine, deux personnes parlent des milliards de joueurs. Soudain, ils commencent à parler d'aspects qui nous rappellent de Suijin. Alors il se lève de sa chaise pour se présenter à eux comme ce joueur légendaire. Suiji pense qu'ils sont après lui parce qu'il est le 6e milliardième joueur, mais en réalité, il voulait parler à quelqu'un d'autre. Dehors, pour une raison quelconque, des pingouins volent. Tout le monde regarde avec étonnement. Des anneaux tombent du ciel et tout le monde essaie de les attraper. C'était le but du festival. Dans l'antre de Dark, son conseiller indique que tout se déroule selon son plan. Grâce aux anneaux, ces joueurs peuvent accéder au niveau 18. Tout d'abord, Dark ordonne plus de gardes pour se protéger de ses ennemis puissants. Suiji et Farin atteignent un autre niveau qui semble facile. Tout le monde ici commence à se battre, et Suiji sait qu'un défi l'attend. Soudain, Dark Tiger apparaît et son compagnon envoie une attaque puissante qui vainc tous les ennemis d'un seul coup. Si c'est son allié, imaginez la puissance de Dark Tiger. D'une flaque de sang, l'ennemi boss du niveau émerge, étant un monstre avec une grande épée. Tout le monde essaie de lancer ses meilleures attaques, mais l'ennemi a le pouvoir de régénération. Du ciel, un personnage féminin apparaît, tombant sur Suiji. Elle tombe rapidement sur le visage de Suijin. Ce personnage mystérieux lui montre à travers un miroir où se trouve la connexion émotionnelle de Suijin. Il s'approche pour lui parler car il a ressenti de la nostalgie en la voyant. Elle donne l'impression de ne pas l'entendre, mais ensuite elle s'approche pour parler à Suijin. Lorsqu'ils ont enfin la chance de parler, la connexion est interrompue et ce nouvel ennemi met Suijin en colère. Il est attaqué par Nishikaze qui a plus de capacité défensive au corps à corps que Suijin. Les alliés remarquent que le boss de ce niveau est incroyablement difficile et continue de battre tout le monde sans pitié. Les joueurs paniquent automatiquement. La puissance de cet ennemi se manifeste, tuant tout le monde de manière très astucieuse et facile. Tous ceux qui sont percés par ce moustique deviennent le sang que cet ennemi accumule. Bientôt, il ordonne de créer une armée de ces moustiques alliés. Il soupçonne que le festival n'était qu'un piège. Nishikaze analyse Suijin et ses pouvoirs. Elle explique que pour entrer au niveau 0, il n'a pas besoin d'attendre les 5 jours et que Suijin peut le faire dès maintenant avec une clé. Soudain, l'ennemi repère Suijin, car il était sa cible principale. Suijin est surpris. L'ennemi lui accorde la clé pour entrer au niveau 0. L'ennemi prend soudainement l'apparence d'un être géant et musclé, appelé Bloody Buddha. L'ennemi montre à Suijin son noyau, qui a l'apparence d'un fruit. Ce sont les souvenirs de Suijin. Le protagoniste active le pouvoir de son écharpe pour choisir le bon pouvoir pour combattre l'ennemi. Lorsque Bloody Buddha essaie de frapper notre héros, il crée une agitation sur la plateforme. Pendant ce temps, Nishikaze et Farin flottent dans le ciel. Suijin arrête le coup mortel de l'ennemi en utilisant une épée spéciale qui accélère les mouvements de notre héros et coupe facilement l'ennemi. Il le vainc, laissant derrière lui une gigantesque mare de sang. Aslan au sol essaie de se régénérer. Notre protagoniste insiste pour le vaincre et l'attaque. Lorsqu'il attaque, Aslan dévie les dégâts avec son casque. L'ennemi continue de se régénérer. Et quelque chose que Suijin sait maintenant, c'est que tant que l'ennemi est dans cette mer de sang, il sera invincible. Et en effet, il devient plus fort. Aslan tire la première puissance lorsqu'il voit notre héros immobile. Suijin dévie les tirs de plasma. Chaque fois que Suijin utilise son épée contre cet ennemi redoutable, il remarque progressivement que l'épée se brise. Malgré le combat difficile, Suijin a suffisamment de détermination pour continuer la bataille. Aslan, en signe de vouloir le tuer, attribue un symbole sur la tête de Suijin, car il désire le sang de Suijin. Notre héros a l'opportunité que si, dans ces minutes, il entre dans le cœur d'Aslan, la malédiction au-dessus de sa tête sera levée. Si Suijin est vaincu, il sera éliminé de la même manière que son épée. Il semble que tout soit perdu, mais avec détermination, Suijin promet de le vaincre à cet instant précis et active un pouvoir spécial. Soudain, cette fumée bleue fait se sentir mieux les joueurs arrivés dans ce monde. Aslan montre à notre héros sa meilleure attaque. Ce pouvoir s'appelle le dragon rouge de l'enfer. Suijin coupe habilement le corps d'Aslan de haut en bas. D'autres joueurs rejoignent le combat pour aider notre héros. Instantanément, ils sont gravement touchés. Pour que la dernière attaque d'Aslan soit activée, le dragon doit s'étendre dans le ciel pour créer une tempête. Ce pouvoir tombe au sol,
frappant tout le monde, y compris notre protagoniste. Beaucoup tombent, offrant leur sang à l'ennemi, qui devient de plus en plus fort. Quand tout semble perdu, Aslan se brise en morceaux. Lorsque l'épée de Suijin s'est brisée, elle a libéré de l'oxygène concentré, rendant les joueurs plus en forme. Après avoir donné des détails sur la mort d'Aslan, le protagoniste clarifie à quel point l'ennemi vaincu était redoutable. Tout le monde admire maintenant Suijin, qui a été responsable de la défaite de l'ennemi le plus mortel jusqu'à présent. Soudain, des personnages étranges apparaissent et se nomment Silverbacks. Tout le monde admire Suijin et veut qu'ils rejoignent leurs équipes. Nishikaze se sent dégoûté de voir autant de monde. Maintenant, Suijin a retrouvé ses souvenirs oubliés en détruisant le noyau de l'ennemi. Aslan commence à dire des choses étranges à Suijin, et même Farin proteste, ne le comprenant pas. Mais peu à peu, ce que dit l'ennemi commence à avoir du sens. Apparemment, tous les joueurs de ce jeu vidéo meurent, et c'est pourquoi des personnages plus puissants ne participèrent pas à cette bataille contre Aslan. Soudain, un mystérieux ennemi masqué arrive. Cet ennemi, nommé Vieux Babouin, marche sur le masque d'Aslan, le réduisant au silence. Il n'est pas venu seul, car il a d'innombrables alliés à ses côtés. Ces alliés incivilisés commencent à frapper tout le monde. Ces voyous menacent de les vaincre avec leurs compétences. Le nouvel ennemi principal, Vieux, s'approche de Suijin pour l'affronter. Il marche aussi aux côtés de Nishikaze et l'invite à rejoindre son équipe. Elle ne répond pas. Les Silverbacks chantent pour les effrayer tous. Suijin donne le masque d'Aslan à Faron et s'approche de ce nouvel ennemi pour le vaincre. Lâchement, Elder lance une attaque surprise. Le combat continue malgré l'esquive du coup. Pour le mettre en colère, Elder traite Suijin de pauvre et lui montre une pièce très chère. Suijin ne le savait pas, mais il peut améliorer ses armes avec de l'argent du jeu. Il est accusé d'avoir vaincu le boss de niveau purement par chance. Les ennemis unissent leurs forces. Des spirales s'illuminent devant les joueurs. La spirale du boss atteint le ciel. Mais maintenant, c'est au tour de Suijin de montrer son expertise. Suijin, étant membre des Billion Players, atteint là où le regard du personnage ne peut pas atteindre. Les ennemis sont surpris de voir le pouvoir incomparable de notre héros. Elder ordonne à tout le monde de se calmer. Suijin, avec détermination, entre pour atteindre le célèbre niveau 0. Dans un endroit étrange, notre protagoniste entre dans un arbre et commence une cérémonie. Pendant ce temps, Elder est touché sur le champ de bataille. Son patron se met en colère et Elder a peur au milieu de l'appel, car il sera puni s'il ne remplit pas son objectif. Suijin, lors de la cérémonie, est témoin de ses souvenirs perdus. Il y a un enfant tenant la main de son grand-père. Ce tombeau d'arbre est conçu pour absorber ses pouvoirs. Rei tombe de l'arbre et Suijin s'approche pour voir comment elle va. Ils se présentent tous les deux et disent leur nom. Le grand-père lui montre le fruit qui contient ses souvenirs et les scelle. Le Suijin actuel reprend ses esprits et est horrifié par ses souvenirs. Apparemment, Aslan était destiné à aider notre héros depuis le début. À l'extérieur, Faron et les autres personnages soutiennent Suijin. Celui qui appelle Elder demande pourquoi ils n'ont pas pu vaincre Suijin, mais ce tyran dit qu'il n'était pas de taille face à ce personnage puissant. Il donne des instructions à son patron pour atteindre l'endroit, lui disant que le protagoniste est à l'entrée du niveau 0. Avec une attaque spéciale, cet ennemi mystérieux essaie de tirer vers Suijin. Un joueur essaie d'analyser le niveau de ce pouvoir et son appareil explose. Lorsque ce pouvoir apparemment imparable s'approche de notre héros, il l'arrête avec ses capacités et son apparence améliorée. Il a trouvé la solution à ce problème de la manière la plus ingénieuse. En enfilant l'armure d'Aslan, ils invoquent un miroir et Rei apparaît. Suijin est ravi de voir qu'elle va bien. Il jure de la sauver en pleurant. Un ennemi dit que l'appel doit se terminer et coupe la connexion entre les deux protagonistes. Ce personnage explique que le niveau 0 s'ouvrira dans seulement 5 jours, et si cela se passe bien, ils remettront Suijin. Il y a des problèmes au sein du groupe de Dark Tiger et un membre ne suit pas les règles établies. Nishikaze veut montrer à Suijin où vit leur chef et ils s'y rendent. Soudain, quelque chose explose à proximité. De la fumée émerge cet ennemi mystérieux, qui veut sans aucun doute affronter Suijin avant qu'il ne parte. Nishikaze presse notre héros car elle sait où Rei est retenue captive. Ce personnage, nommé Randongyoku, commence à tuer de nombreux personnages, l'utilisant comme une menace pour que Suijin descende et se batte contre lui. Soudain, un gorille doré tombe du ciel et menace tout le monde. Cela semble être une attaque menée avec un pouvoir invoqué par Randongyoku. Notre héros, témoin du massacre en cours, juge cela absurde. Nishikaze menace d'avancer et de laisser notre protagoniste derrière, qui décide de faire un pas en avant, même si cela signifie que de nombreux joueurs perdront la vie sans son aide. Il se remémore des moments avec Rei. Changeant rapidement d'avis, il décide de se battre contre Randongyoku. Lorsque cet ennemi recharge une puissance pour la tirer contre Suijin, un autre allié arrête l'attaque.
De cette façon, notre héros ne subit pas autant de dégâts, bien qu'il tombe au sol. Sans son armure, il serait littéralement mort. Farron essaie de le retenir. Le nom de cet allié qui a empêché un désastre est Kitakazi, l'un des gardes impériaux des totems. De manière inattendue, il régénère instantanément la vie de Suijin pour l'aider. Randong-Yoku commence à se battre contre Kitakazi, qu'il sous-estime comme faible. La vitesse des deux personnages et de leurs coups est impressionnante. Ils lancent des attaques puissantes qui laissent des ondes de choc sur leur passage, et Kitakazi lutte pour toutes les esquiver indéfiniment. Soudain, pour sauver les protagonistes, un personnage nommé Beck est envoyé sur le champ de bataille, qui crée un mur solide. Heureusement, ils sont arrivés à temps. Randong-Yoku ordonne à ses alliés de détruire l'armure de glace, mais ils sont paralysés et incapables de faire quoi que ce soit. Bientôt, un personnage allié apparaît, sirotant du thé, et c'est lui qui a ligoté le gorille géant. Beck demande à l'ennemi s'il va aussi les attaquer, ce à quoi Randong-Yoku répond en activant sa puissance maximale. Il est confiant qu'il gagnera cette bataille. Ce nouvel ennemi devient géant et défie notre protagoniste. Randong-Yoku prend une apparence presque divine, et prend même le temps d'améliorer ses capacités, le rendant encore plus difficile à vaincre. Suijin peut-il résister à 666 tirs par minute? Avant que cela n'arrive, Beck crée un mur de glace plus grand et plus solide qu'auparavant. Affaiblissant son mur, l'autre allié qui buvait du thé utilise ses pouvoirs pour adoucir les attaques continues et violentes de l'ennemi. Il crée un mur incassable qui peut repousser les attaques, mais cela ne durera pas longtemps, donc les personnages doivent se mettre au travail. Beck avertit qu'il y a 10 joueurs puissants qui approchent de ce point, donc ils doivent se débarrasser de cet ennemi rapidement avant de faire face à un défi encore plus grand. Tous ont le potentiel de devenir les prochains milliards de joueurs. Farron déclare que cet ennemi a failli devenir membre une fois, et cette fois, ce désir pourrait se réaliser compte tenu du pouvoir qu'il concentre. Pour clarifier les choses pour notre protagoniste, Kitakazi explique comment fonctionnent les titres ou les réalisations dans ce jeu vidéo, étant mystérieux. Il explique qu'en accomplissant certaines tâches, des pouvoirs particuliers et uniques peuvent être débloqués. L'ennemi continue de tirer sans arrêt, affirmant que le titre de Lone Star sera le sien, un titre qu'il peut obtenir en battant Suijin. Dans un flashback, Randong-Yoku demande à Dark Tiger comment obtenir le titre de Lone Star, se demandant si cela s'obtient en battant 1 milliard de joueurs. Après ce commentaire, le sbire de Dark Tiger est offensé. Apparemment, cet ennemi puissant a donné la permission à Randong-Yoku d'affronter un membre spécial des milliards de joueurs. Soudain, l'ennemi arrête ses tirs et les alliés commencent à paniquer. Bien que Suijin ne sache pas ce que fait son titre, il essaie quand même de trouver un plan pour enfin vaincre cet ennemi agaçant et fort. Il active son écharpe pour libérer ses pouvoirs. Dans cette scène, Rei est toujours captive, se demandant si Suijin se bat encore sur le champ de bataille. Il y a de l'inquiétude dans son regard, mais elle espère aussi le revoir vivant. L'ennemi recharge ses énergies et tire à nouveau sur tout le monde, surtout sur Nishikazi, qui s'écrase contre le mur où se trouvent nos héros. Et maintenant, la forteresse a un trou. L'ennemi est convaincu qu'il a vaincu tout le monde et remporté le titre de Lone Star. Mais bientôt son sourire disparaît lorsqu'il voit que non seulement le protagoniste de l'histoire est toujours en vie, ses pouvoirs ont progressé et il a sauvé Nishikazi. Avec l'écharpe activée, Suijin a maintenant le pouvoir du joyau violet appelé Saturne, qui renforce son corps. Cette capacité incroyable permet à notre héros de prendre plusieurs décisions en même temps et défie l'ennemi, qui rit sans croire un mot de ce que dit Suijin. L'ennemi ne veut pas se rendre et explique en fait que toutes les balles utilisées et tombées au sol vont exploser. Nishikazi offre à l'ennemi la chance de se battre contre son patron, nommé Temujin. Bien qu'initialement terrifié par l'offre, il considère que c'est un accord conclu et promet à Suijin de continuer le combat plus tard. Tout le monde se tient devant les portes d'une grande forteresse, attendant leur ouverture, car derrière elle se trouve Temujin, le patron. Avec détermination dans le regard, Suigan décide de continuer sa mission pour sauver Rei. Et c'est là que se termine l'anime d'aujourd'hui. Laisse un commentaire si tu es aussi fort que ce gars. Si tu l'as aimé, mets un pouce bleu et abonne-toi pour voir plus d'animes sur la chaîne. Et je te verrai dans le prochain.